L'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Trois ans après le coup d'État militaire, la Birmanie n'a pas abandonné la lutte. Et alors que certaines voix espèrent une victoire prochaine, qu'en sera-t-il de la Birmanie de demain ? Comment se reconstruire ? Comment penser un pays partagé par 135 peuples aux sensibilités différentes ? Comment déjà les personnes en lutte, en particulier les femmes, construisent au présent les bases d'un avenir en commun ? Vous écoutez l'actu des oubliés, et c'est ce que nous allons voir avec Adrien Rauvel, chercheur indépendant établi en Birmanie. D'abord, rappelons que depuis le 27 octobre, la coordination de 3 armées de résistance ethnique mène la junte vers le bord du gouffre. En 10 jours, l'opération 10-27 avait permis de prendre plus de 50 camps militaires. Plusieurs villes tombèrent et les 2 routes qui mènent en Chine étaient occupées, ainsi que les postes frontières. L'attaque a alors encouragé les autres groupes à passer à l'offensive dans la plupart des régions, et la séquence culminait avec la libération très symbolique de la ville de Lokai. Les guérillas sont désormais à 90 km de la capitale Naypyidaw et les défections font rage dans l'armée. Pourtant, selon Adrien Rauvel, l'armée birmane n'est pas encore sur le point de s'effondrer. Dans ce contexte-là de grignotage progressif et apparemment ininterrompu, on s'est mis à croire à la chute de la junte. Je pense qu'il faut vraiment rester extrêmement prudent. L'armée birmane, s'il y a bien une chose qui la caractérise, c'est qu'elle est dure au mal. Au cours de son histoire, l'armée birmane a beaucoup été d'ailleurs blackboulée par les insurrections successives. Ils se sont très souvent retrouvés dans des situations critiques, des situations désespérées, des situations de siège, etc. Mais ils sont toujours là. Et donc, l'armée birmane a véritablement dans son ADN cette résilience et je pense qu'on est encore assez loin du point de rupture. L'armée birmane peut se satisfaire d'une espèce de Birmanie amputée dans laquelle elle aurait globalement aucun contrôle sur les périphéries, mais tant que l'armée birmane contrôle le cœur birman, les basses terres rizicoles, etc., les ports, les aéroports, etc., il n'y a pas véritablement péril en la demeure. Certes, la situation économique du pays est catastrophique, mais la force de l'armée birmane, c'est qu'elle est en bonne partie déconnectée en fait de l'économie réelle. L'armée birmane, de tout temps, a su s'appuyer sur un monde, un écosystème économique parallèle, exploite ses propres mines de pierres précieuses, ses propres plantations de teck, ses propres gisements pétroliers, gaziers, etc. Il reste assis sur un empire économique qui leur permet, à tout le moins en tout cas, de survivre pendant quelques années. Donc voilà, à chaque fois qu'on la donne perdante, à chaque fois qu'on imagine qu'on approche du point de rupture, en fait, on n'y est toujours pas. Et pourtant, les victoires se poursuivent. Le 17 mai, par exemple, l'armée de libération Kachin a conquis une base militaire qui permettait à la junte le contrôle de mines d'or et d'ambre de la région. En face, la junte semble résolue à ruiner le pays dans tous les sens du terme pour se maintenir au pouvoir. Elle multiplie ainsi les expéditions punitives, là où elle peut encore le faire, incendiant les villages, tuant et violant indistinctement et provoquant de lourds déplacements de population. Au quotidien, en tout cas dans la ville de Rangoon, je dirais que pour un œil non averti, c'est pas tout à fait évident que le pays est en pleine guerre civile. Pour quelqu'un qui atterrirait à l'aéroport, il observerait des policiers, quelques soldats de temps en temps, un ou deux checkpoints, des bunkers bétonnés à quelques intersections majeures de la ville, mais c'est pas forcément évident. Par contre, si on prend le temps d'observer de plus près, de discuter avec les Birmans, la crise est là, elle est palpable. On est dans une situation catastrophique et dramatique sur le plan socio-économique. On a des millions de personnes qui sont déplacées par le conflit. Donc à l'heure où on parle, on est quasiment à 3 millions de déplacés par le conflit pour un pays de 55 millions d'habitants. C'est là l'une des principales difficultés qui s'annoncent après une éventuelle victoire. Le coût de la guerre civile et ses conséquences humaines, sociales et économiques.
Aujourd'hui, le PIB a chuté de 18%. L'inflation grimpe, la monnaie s'effondre à hauteur de 60%, le marché noir prospère et la consommation de drogue à outrance se généralise, en particulier dans la jeunesse. Avant le coup d'État, la Birmanie était véritablement une économie émergente. Il y avait une véritable dynamique. Le taux de croissance était entre 5 et 6% par an. Il y avait une classe moyenne qui commençait à apparaître dans le pays, urbaine, dynamique, qualifiée. Et puis on avait un certain nombre d'entreprises étrangères qui investissaient en Birmanie et qui tiraient véritablement le pays vers l'avant. Or, depuis le coup d'État, tout a changé. On assiste à un véritable effondrement du pays. Et moi qui habite ici à Rangoon, je sens bien le pays sombrer sous mes pieds. C'est assez vertigineux. On a aussi un effondrement de la devise locale. Le kyat s'est effondré par rapport au dollar, ce qui pose d'énormes problèmes en termes d'importation. Par exemple, l'importation des hydrocarbures est extrêmement compliquée. L'approvisionnement en électricité devient très compliqué parce que les infrastructures électriques sont touchées par la guerre, parce que les gens refusent de payer leurs factures électriques en signe de désobéissance civile, parce qu'un certain nombre de travailleurs du ministère de l'énergie se sont mis en désobéissance civile. Dans certains quartiers de Rangoon et dans énormément de zones du pays, il y a globalement plus d'électricité. On a quelques heures d'électricité par jour. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire tourner une économie dans ces conditions ? Quand on déambule sur les trottoirs de Rangoon, on le fait dans le vacarme des générateurs. Et c'est particulièrement difficile aujourd'hui. On est en avril, c'est vraiment la saison chaude. On atteint des températures de 48 degrés dans certaines villes de Birmanie. Le tout dans un pays où il n'y a quasiment plus d'électricité. Donc pas de climatisation, pas de frigo, etc. Et donc c'est extrêmement difficile à vivre pour la population générale. Et je parle même pas des millions de déplacés qui vivent dans des abris de fortune, sous des tentes, dans des huttes en bambou, parfois loin des points d'eau, etc., dans des conditions extrêmement précaires. La pauvreté a augmenté et ça se voit dans la mendicité qui était quasiment inexistante avant le coup et qui aujourd'hui est beaucoup plus prégnante dans la rue. Elle se voit aussi à travers l'émigration massive. L'essentiel de cette classe moyenne, voire supérieure, urbaine, éduquée, plutôt active, assez ouverte politiquement, assez éveillée politiquement. C'est beaucoup de gens qui ont craint pour leur sécurité. C'est des gens qui ont manifesté dans la rue en février 2021, qui ont posté sur Facebook des posts assez virulents, assez engagés, qui ont pris la parole publiquement, qui ont pris la parole dans les médias, etc. Et beaucoup de ces gens-là, en fait, ont quitté le pays. Lorsqu'en mars, la junte joue l'une de ses dernières bottes en mettant en place la conscription obligatoire, elle amplifie encore davantage ce sentiment. Par tirage au sort et au rythme de 5000 personnes par mois, la jeunesse du pays est soudainement promise à un enrôlement de force pour aller combattre la résistance. Aussitôt, les files d'attente devant les ambassades étrangères explosent. Chacune fait au plus vite son passeport, tente d'obtenir un visa pour l'étranger, cherche un boulot ou un échange universitaire. C'est qu'un refus de répondre à la convocation de l'armée peut donner lieu à 5 années d'emprisonnement. Pendant 2 semaines, la junte a même tenté de suspendre les autorisations de travail à l'étranger. Mais ne contrôlant plus la majorité de ses frontières, elle ne peut empêcher le flux humain de fuir son joug. Tint vient d'arriver à Mae Sot, de l'autre côté de la frontière thaïlandaise. Il raconte à RFI « Juste après le coup d'État, je me suis engagé dans l'activisme contre la junte et j'ai été arrêté. Je viens de passer près de 3 ans en prison et alors que je venais tout juste d'être libéré et de rentrer chez moi, les militaires ont annoncé la conscription. Quoi, maintenant je devrais aller me battre sous l'uniforme de l'armée birmane ? Non, c'est impensable pour moi. Et pour tous mes amis aussi d'ailleurs. Alors j'ai passé illégalement la frontière thaïlandaise. Nous n'avons pas le choix. L'émigration s'accélère encore plus. Et là, c'est véritablement les dernières gouttes, les dernières forces vives du pays qui le quittent. Et ça, c'est très inquiétant pour le long terme. Les administrateurs militaires qui font le tour des villages pour recenser le nombre de jeunes hommes vivant dans chaque maison ou qui arrêtent arbitrairement aux checkpoints sont devenus une cible privilégiée des forces de défense du peuple. La résistance tente ainsi, mais avec difficulté, de limiter la capacité de recrutement de la junte. Et déjà, certains groupes de résistance affirment avoir accueilli un grand nombre de nouvelles recrues depuis le déploiement de la conscription obligatoire. On se retrouve un peu au bord de l'abîme là en ce moment. C'est-à-dire qu'on commence à rêver
d'une Birmanie post-junte, sachant que le jour où la junte tombera, on n'aura pas de constitution viable pour penser l'avenir. Le jour où la junte tombera, on aura aussi ce vertige d'une Birmanie peuplée d'une galaxie de groupes armés, assis sur des ressources économiques sans précédent, aux intérêts divergents, qui sont bien souvent en concurrence les uns avec les autres, et sans véritablement agenda politique commun, sans véritable vision commune pour la Birmanie de demain. L'essentiel de la dynamique militaire est porté par les vieilles guérillas ethniques. Ces guérillas ethniques acquièrent un poids politique, militaire et aussi un poids territorial de plus en plus important. Et donc, lorsque la junte tombera, les guérillas des minorités ethniques auront une place de choix à la table des négociations. Et donc, c'est un peu ça ce qui suscite l'inquiétude des analystes. C'est à quoi va ressembler la Birmanie de demain et comment désamorcer autant que possible les rivalités qui, dès aujourd'hui, se font jour. C'est qu'en certaines zones libérées, la situation ne fait pas rêver. Certaines guérillas tiennent d'une main de fer des régions dédiées aux activités criminelles, trafic de drogue et notamment d'opium, puisque la Birmanie est depuis 2023 le premier producteur mondial. Travail forcé, trafic d'animaux voire d'êtres humains, avec par exemple le récent kidnapping de Marocains forcés de travailler pour des réseaux mafieux. Il faut bien garder en tête que ce sont des mouvements armés autoritaires. Et l'Alliance des Trois Fraternités se livre très volontiers au recrutement forcé, y compris de soldats mineurs. C'est des groupes qui sont avant tout des mouvements armés et pas véritablement des mouvements politiques. Et donc, c'est un seul parti politique qui contrôle ces régions-là. Il n'y a pas véritablement de place, d'espace pour toute alternative politique. Donc, une partie de ces groupes armés ne sont pas forcément des modèles démocratiques. Et ça pose un peu la question de leur intégration dans la Birmanie de demain. Quelle place réserver à ces acteurs militaires et assez véhéments dans une fédération démocratique ? Pourtant, deux entités ont été créées dès le lendemain du coup d'État avec la conscience commune de vouloir créer un pays où chaque minorité serait respectée dans son existence et sa culture. Le projet fédéraliste et inclusif qui s'impose est porté par le NUG, National Union Government, gouvernement d'union nationale en exil qui revendique être la facette politique de la résistance. Très vite, il déclare que la constitution de 2008 est enterrée. Le NUCC, Conseil consultatif de l'unité nationale, est alors constitué pour écrire cette nouvelle constitution fédérale. Le NUG, dès le début, s'est vraiment affiché en rupture avec la vie politique d'antan qui était largement dominée par la majorité ethnique Pamar, par la majorité religieuse bouddhiste. En général, c'était souvent des hommes, en général âgés. Et donc, le NUG a véritablement mis en scène le changement. Donc le NUG est très divers d'un point de vue ethnique. Il est, en tout cas en apparence, à quasi-parité homme-femme. Il y a aussi des jeunes activistes. Et donc le NUG a voulu incarner le changement, incarner cette Birmanie de demain, une Birmanie authentiquement multiethnique, multiculturelle, paritaire, et puis jeune et ambitieuse. De son côté, le NUCC, qui doit poser les jalons institutionnels de la Birmanie de demain, se veut lui aussi très inclusif. C'est une espèce d'immense forum qui rassemble les vieilles guérillas ethniques, plusieurs partis politiques, les organisations de la société civile, pour débattre de la Birmanie de demain et se mettre d'accord sur une constitution qui satisfasse à peu près tout le monde et une constitution qui se veut très ambitieuse, celle d'une Birmanie fédérale, très décentralisée, dans laquelle les États fédérés auront une large marge de manœuvre et se sentiront authentiquement respectés. Or, le gouvernement d'union nationale en exil perd peu à peu en crédibilité, car impuissant à trouver des alliés à l'international, il ne peut financer efficacement les combattantes et les combattants. Sur le plan politique, les agendas particuliers des différents peuples de Birmanie semblent même prendre le pas sur le projet fédéraliste. Le Conseil, lui, cherche des points d'accord communs à toutes les factions. Abandon de toute forme de pouvoir pour l'armée birmane, constitution d'une armée fédérale, accord de principe sur la mise en place d'une démocratie fédérale. Mais passé ce stade, les premiers désaccords surviennent, principalement sur les détails de ce que doit être ce système fédéral, sur l'ampleur du fédéralisme ou du confédéralisme et sur le partage des richesses et des ressources.
Le problème, c'est que très vite, le NUG a montré ses faiblesses avec des annonces assez retentissantes qui débouchent sur pas grand-chose. Et donc, assez rapidement, les Birmans et les observateurs déchantent un peu de ce NUG. Après 3 ans, finalement, il n'y a pas vraiment d'actions concrètes qui ont été menées. Alors, à leur défense, le NUG est considéré par la junte comme une organisation terroriste. Donc, tous ses membres sont activement recherchés, toutes ses sources de financement sont coupées par la junte. Et donc, il est bien difficile pour le NUG d'avoir une action de terrain visible. Quant au NUCC, en fait, le problème de ces assemblées très inclusives, très diverses, c'est précisément que ça devient assez confus. On a beaucoup d'acteurs avec des visions très différentes qui se marchent sur les pieds, qui se prévalent de légitimités différentes. Et donc, tous ces partis-là, très divers, s'entendent finalement assez peu. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut une Birmanie fédérale. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur la définition du fédéralisme. On vise tous le même idéal, mais personne n'est d'accord sur la définition précise de cet idéal et la manière de l'atteindre. Globalement, les débats autour de la constitution post-junte sont désormais à l'arrêt. Free our people. Free our leaders. Fight their system, not your neighbor. 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 Free our people. Free our people. Pourtant, face aux incertitudes à venir et à contre-pied des projections politiques vers un hypothétique État fédéral, la Birmanie de demain se construit au présent et à l'échelle populaire. Car si certaines guérillas ne pensent qu'en leur intérêt propre, il n'en reste pas moins que dans un bon nombre de zones libérées, la résistance met en œuvre l'héritage de la révolution de printemps dès aujourd'hui. Sur le plan politique, c'est assez intéressant de voir que dans les zones libérées et surtout dans les zones minoritaires, dans les zones de minorité ethnique, des groupes de résistance qui croient véritablement aux valeurs de la révolution de printemps, qui cherchent véritablement à développer les territoires qu'ils ont conquis et à véritablement servir leur population. Et par exemple, dans cette catégorie-là, on a l'exemple assez intéressant de ce qui se passe dans l'État Kaya, qui est aussi appelé État Karenni, sur la frontière thaïlandaise. C'est le plus petit État birman, mais c'est une espèce un peu de laboratoire de la Birmanie de demain. Parce que là-bas, la résistance, bien que fragmentée, a réussi à mettre sur pied ce qu'ils appellent Karenni Interim Executive Council. Et donc, ce conseil exécutif, c'est une espèce de forme de proto-gouvernement avec des ministres, toute une administration, dont des femmes d'ailleurs, avec un ministère de la Santé, un ministère de l'Éducation et tout ça. On commence à parler d'une constitution Kaya, on commence à préparer une constitution de l'État Kaya. Idem dans l'État de Chine, à l'ouest du pays, sur la frontière indienne, ils ont proposé leur propre constitution, la constitution de l'État de Chine. Donc on a des initiatives intéressantes, on a une espèce de polyphonie là qui commence à apparaître avec plusieurs formes de constitution qui apparaissent au niveau local, plusieurs définitions de ce que peut être la gouvernance, l'autorité dans ces régions-là. We want justice. We want justice. Dans ces zones nouvellement libérées, on a une vie qui essaie de reprendre. Donc on a l'opposition politique ou militaire qui remet sur pied des écoles dans lesquelles des fonctionnaires en grève enseignent, des fonctionnaires qui avaient quitté leurs responsabilités au sein du régime. On a des hôpitaux de fortune qui rouvrent, avec des médecins volontaires. Donc on a une forme de proto-administration qui se met en place dans ces régions-là. En ce sens, il convient de souligner le rôle des femmes birmanes. En effet, depuis 3 ans, les femmes sont en première ligne de la résistance. L'armée exerce une violence de genre particulière pour réprimer spécifiquement les femmes. Violences et tortures sexuelles, harcèlement et menaces de genre. On le voit encore aujourd'hui avec les viols perpétrés par l'armée dans les villages qu'elle réprime pour complicité avec la résistance. Le combat féministe est d'autant plus vigoureusement anti-junte que les droits des femmes birmanes étaient particulièrement aboutis dans la première partie du XXe siècle. Droit de vote dès 1922, investissement dans la vie politique et entrepreneuriale. L'anthropologue Melford Spiro écrivait même « Les femmes birmanes sont non seulement parmi les plus libres d'Asie, mais jusqu'à l'émancipation relative des femmes en Occident, elles jouissaient d'une liberté et d'une égalité avec les hommes bien plus grandes que les femmes occidentales. »
La prise du pouvoir par la junte a changé la donne, et les femmes avaient été écartées de la vie politique, économique et culturelle. Dans un article pour l'Institut du genre en géopolitique, Anaïs Gansel cite la chercheuse Mei Umutro. L'armée birmane est un club exclusivement masculin depuis toujours. Aujourd'hui, les féministes birmanes savent que si elles n'attaquent pas les deux problèmes de front, l'oppression de l'armée et le patriarcat, même quand elles auront gagné une bataille, il leur faudra se battre encore. En 2021, c'est donc une femme et opposante historique, Aung San Suu Kyi, qui est renversée et emprisonnée par l'armée. Et c'est une autre femme, Mia, qui est la première victime de la junte, abattue d'une balle dans la tête. Les femmes abondent dans les cortèges avec un mode d'action très significatif. Elles suspendent leurs jupes, leurs sous-vêtements ou leurs protections périodiques peintes en rouge au-dessus des rues, en signe de protestation féministe. Et pour une raison très symbolique. En Birmanie, la menstruation est un tabou, vu comme quelque chose de sale et dont il faut avoir honte. Il existe même une croyance selon laquelle tout homme qui touche une jupe ou qui passe sous les vêtements portés sur la partie inférieure du corps des femmes peut perdre sa virilité et subir une sorte de malédiction. En suspendant leurs sous-vêtements, les femmes détournent cette croyance à leur avantage, s'empuissance mutuellement, et parviennent même à ralentir l'avancée des forces de l'ordre qui n'osent franchir le barrage symbolique de leur croyance et prennent le temps de couper les cordes avant d'avancer. C'est ce qu'elles ont nommé la révolution du Longyi, du nom de la jupe traditionnelle birmane. Toi Nong, du Shan Women's Action Network, explique alors dans Libération. Cela peut sembler étrange aux non-birmans, mais c'est une tactique qui fonctionne bien, notamment dans les zones ethniques. Les jupes retardent considérablement l'avancée des militaires. La résistance féministe s'appuie sur des organisations existantes, en particulier dans les régions périphériques où les femmes autochtones étaient déjà mobilisées sous le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, notamment pour réclamer une éducation respectueuse des minorités. À la suite du déferlement de violence sur les cortèges, les féministes birmanes imitent leurs aînés et sillonnent le pays pour documenter et dénoncer les exactions commises par la junte, et pour informer les femmes des possibilités de résistance qui s'offrent à elles. Des centaines rejoignent ensuite les forces de résistance armées, et certains corps des forces de défense du peuple sont exclusivement féminins. En prenant les armes, certaines féministes affirment également la nécessité de la violence par rapport à la stratégie pacifiste d'Aung San Suu Kyi, qu'elles critiquent par ailleurs pour n'avoir rien fait pour les droits des femmes dans ses 5 années au pouvoir. D'autres s'organisent en parallèle des armées révolutionnaires, dans le domaine médical ou l'éducation, en collectif d'avocates pour venir en aide aux détenus, dans l'aide humanitaire, dans le ravitaillement des lignes de front. Les forces non armées qui protègent les civils contre les attaques de soldats sont notamment composées à 60% de femmes. C'est ainsi que les femmes ont un rôle déterminant dans la construction au présent de la Birmanie de demain. Dans certaines zones libérées, les écoles rouvrent, bien souvent avec davantage de mixité ethnique qu'auparavant. Une directrice d'école de la province Karenni explique ainsi. Mon objectif en gardant cette école ouverte est de leur permettre de penser par eux-mêmes et de faire par eux-mêmes. C'est pour ça que nous leur apprenons les sciences sociales, l'égalité des genres et les droits humains. C'est ça qu'on leur apprend. On leur apprend à être libres. Dans ces zones libérées, il y a des initiatives d'ailleurs assez nouvelles qui émergent. Par exemple, dans les zones de minorités ethniques, il y a des formes d'éducation innovantes qui émergent en langue minoritaire. Pendant longtemps, les minorités ethniques ont poussé pour avoir des écoles en langue ethnique. Mais là, sur cette espèce de page blanche qui s'ouvre dans ces zones libérées, on a des formes d'éducation innovantes qui apparaissent avec des cours donnés en langue minoritaire. Alors, il faut véritablement souligner le manque de ressources que ces personnes ont. Ces écoles parallèles, c'est parfois des huttes en bambou avec un seul tableau noir et puis un professeur, un ancien gréviste, en général bénévole. Et c'est ça véritablement quand même la force de la Birmanie. Et puis, ce que je trouve impressionnant et assez inspirant dans cette crise-là, c'est que la société birmane est extraordinairement résiliente. Depuis les années 50, ils ont vécu des choses extrêmement compliquées, des dictatures militaires, des catastrophes naturelles, etc. Et ils ont véritablement toujours su faire front ensemble, ils ont toujours su se serrer les coudes, ils ont toujours su, quand l'État n'était pas à la hauteur, mettre en place des structures parallèles, des structures d'éducation, des structures sanitaires parallèles. Le tout, en général, assez lié par les valeurs bouddhiques. Les personnages des moines sont assez importants dans le contexte actuel.
Moi, je trouve ça assez encourageant finalement et assez inspirant de voir ces Birmans qui ont très peu de ressources, qui font tous face à des épreuves colossales, mais qui continuent à s'organiser, qui continuent à se battre pour maintenir une certaine normalité, pour continuer à fournir de l'éducation à leurs enfants, pour continuer à soigner les leurs, etc. Malgré les difficultés, malgré les doutes qui peuvent peser sur la Birmanie de demain et l'unité de la Birmanie fédérale de demain, je trouve que pour l'instant, les Birmans donnent un exemple de résilience et de force collective. Une résilience criante dans le domaine médical, avec là encore une présence massive des femmes. Dans les hôpitaux et les cliniques en particulier, elles furent très nombreuses et à l'initiative des mouvements de désobéissance civile dès le coup d'État. Beaucoup ont été licenciés pour avoir participé aux grèves ou aux manifestations. Alors, après parfois des mois d'exode pour fuir les combats, elles rejoignent les forces de défense pour user de leur savoir-faire sur les champs de bataille ou dans les camps de réfugiés. Ma Nien, soldate doctoresse au sein de la force de défense du peuple Itlin, raconte dans Mediapart. Mes proches voulaient que je me limite à soutenir la révolution en arrière-plan et ne voulaient pas que je rejoigne les PDF. Mais je n'ai pas attendu leur autorisation et je me suis enfuie de chez moi. Chaque fois que je leur rends visite entre 2 missions, ils me demandent de rentrer à la maison. Ma grand-mère me dit « Tu n'es pas fatiguée de vivre sans électricité et sans nourriture dans la jungle ?» Mais la situation est devenue dangereuse partout. Tout le monde a préparé des sacs à dos d'urgence au cas où les troupes de la junte viendraient détruire notre village natal. C'est en effet dans ces zones que la junte fait régner la terreur par en haut. Parce qu'elle a encore l'avantage de contrôler le ciel. Alors elle bombarde sans arrêt ceux qui lui chantent. Ici une école, là un village en représailles d'avoir hébergé quelques jours un groupe armé, ou simplement pour punir les civils de soutenir les rebelles. Souvent ce sont les hôpitaux de campagne nomades qui sont visés. Ceux-ci se déplacent régulièrement pour tenter d'échapper au pistage, et notamment aux drones qui survolent le pays. 2 doctoresses témoignent. Ils utilisent des espions pour nous repérer. Ils découvrent l'endroit où se trouve notre hôpital et ils bombardent la zone. On s'en est sorti de justesse plusieurs fois. À cause de ça, on ne peut pas rester trop longtemps au même endroit. L'impact des femmes qui luttent contre la junte peut finalement apparaître comme la promesse d'un changement, d'une évolution qu'il ne sera pas possible d'effacer. Toujours dans Mediapart, Chili résume. Je contribuerai à la révolution jusqu'à la victoire finale. Nous, les femmes du Myanmar, sommes soumises à un lavage de cerveau par de vieilles traditions et cultures. Nous ne pouvions pas nous libérer de ces anciennes façons et conceptions d'être femmes. Nous étions opprimés sans même savoir comment, parce que nous sommes nés et avons été formés dans cet état d'esprit. Mais aujourd'hui, nos yeux s'ouvrent et nous prenons conscience des droits qui nous sont dus. Dans l'avenir, nous devrions effacer tous les concepts erronés qui établissent une discrimination et une séparation entre les hommes et les femmes. Thinzar Chunlei-yo, activiste féministe birmane, promet dans le documentaire Where Are the Women du média birman Visual Rebellion. Si nous assumons que nous sommes en train de faire la révolution, alors nous devons assumer que la lutte contre le patriarcat est au cœur de cette révolution. Si nous voulons gagner, les combattre simplement avec des armes, des mots ou de la politique, ce n'est pas assez. Alors les femmes, mais même pas juste les femmes en fait, tout le monde et toutes les générations futures, personne ne sera en sécurité. Are we the target of your battlefield? We are not your enemy. Your devil hunting as we bleed the demon going on. We see burglar, murderer, robber, thief, and criminal, villain faces swallow everything with grease. Papers on your soul to say stop us breathing. Weapons fully loaded and keeping orders, giving throwing leader guns, slaughtering no seeds and marksmen strike for fun. Even kids and pricks story ordered up. Brain burns down and head shut down. Gunshot wounds bleeding, shout aloud. Gangs like fire full of cops and ground. Plus la guerre se poursuit et plus les problèmes d'approvisionnement se multiplient. Il existe de nombreuses cagnottes en ligne pour venir en aide à la résistance birmane, avec notamment la communauté birmane de France. Il existe même un jeu vidéo téléchargeable dont les bénéfices sont reversés à la résistance. Son nom, War of Heroes, The PDF Game. C'était le 16e épisode de l'Actu des Oubliés. Merci de l'avoir suivi. Pour toutes nos sources, rendez-vous sur notre audioblog.
Vous avez pu entendre dans cet épisode Opinion de Phantom, Scratch It Down with a Tyrant et We Fight Till the End de Cole, GT et GP. Bonne semaine, belle lutte et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.